Parle-moi avec respect. » La voix d'Assa résonna, ni haute ni tremblante, mais assez tranchante pour réduire l'ascenseur au silence. Devant elle, Adrien de la Tour, le PDG plus habitué à donner des ordres qu'à écouter, demeura figé. En cet instant, la balance du pouvoir vacilla. Une femme de ménage, par la fierté sereine de son regard, venait de déchirer le voile d'invisibilité dans les étages les plus élevés du pouvoir. Suivez-nous et vivez chaque rebondissement inattendu de cette histoire. Abonnez-vous dès maintenant et soutenez notre chaîne. Le soleil n'avait pas encore percé les voiles gris de l'aube lorsqu'Assa Samake enfila son uniforme de ménage, un tissu usé aux coutures lâches, et vérifia une dernière fois son sac. À l'intérieur, un flacon de médicaments pour sa mère, acheté à crédit, et un carnet où elle notait chaque euro dépensé. Ce matin-là, comme chaque jour, elle se prépara à rejoindre les bureaux immaculés de la Tour, l'entreprise technologique qui dominait l'horizon parisien. Elle avait prévu d'arriver tôt, bien avant les premières réunions, pour s'assurer que chaque surface brille avant l'arrivée des cadres en costumes impeccables. Son superviseur lui avait envoyé un nouvel horaire la veille, insistant sur l'urgence de préparer la salle du conseil avant une présentation importante. Assa, méthodique, avait de mémoriser chaque détail. Dans une autre réalité, à quelques kilomètres de là, Adrien de la Tour sirotait un café noir dans le silence de son bureau au dernier étage. Les écrans autour de lui clignotaient, affichant des graphiques d'hommes de données et des prévisions financières. Une réunion cruciale avec des investisseurs japonais l'attendait, un moment décisif pour sceller un partenariat de plusieurs millions. Adrien, concentré, relisait ses notes, chaque mot affûté comme une lame. Il n'y avait pas de place pour l'erreur dans son monde, où l'efficacité était une religion et la faiblesse, un péché. Assa traversa les couloirs de la tour, son chariot de ménage roulant doucement derrière elle. Les murs de verre réfléchissaient son ombre, mais personne ne la remarquait. Elle s'arrêta devant la salle du conseil, vérifiant l'heure. Selon l'horaire, la réunion ne devait commencer que dans 1 heure. Elle poussa la lourde porte vitrée, son balai à la main, prête à polir le sol et à disparaître avant que quiconque n'arrive. Mais à l'intérieur, la pièce n'était pas vide. Autour d'une table ovale, des hommes en costume et une femme aux talons écarlates l'observèrent, figé. Au centre, Adrien, en plein discours, s'interrompit net. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, se posèrent à le sur elle. « Qui êtes-vous » Sa voix trancha l'air, froide et autoritaire. Assa, surprise, recula d'un pas, son balai toujours en main. « Je viens nettoyer, monsieur. » Selon l'horaire, elle s'arrêta, sentant le poids d'un des regards. Les investisseurs échangèrent des coups de deuil, un murmure discret parcourant la salle. Adrien se leva, son costume blanc impeccable, contrastant avec la tension dans sa posture. « Vous êtes invisible ou simplement incompétente ?» lança-t-il, chaque mot chargé de mépris. « Ceci est une réunion stratégique, pas un spectacle pour le personnel d'entretien. Sortez. » Assa sentit une chaleur monter à ses joues, non pas de honte, mais d'une indignation contenue. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais croisa son regard, dur, implacable. Pendant une fraction de seconde, elle soutint ses yeux, une lueur de défi dans les siens. Puis, sans un mot, elle inclina légèrement la tête et quitta la pièce, la porte se refermant dans un silence lourd. Derrière elle, les rires polis des cadres reprirent, comme pour effacer l'incident. Mais pour Assa, quelque chose s'était fissuré. Elle n'était pas invisible, elle était humaine, et elle méritait mieux. De retour dans son bureau, Adrien tenta de reprendre son discours, mais l'interruption l'avait déstabilisé. Les investisseurs, bien que courtois, semblaient distraits. Quelques minutes après la réunion, un email atterrit dans sa boîte de réception.
L'un des investisseurs japonais, M. Tanaka, exprimait son inconfort face à la manière dont le personnel avait été traité. Une entreprise se juge autant par ses valeurs que par ses chiffres, écrivait-il. Adrien serra les dents, agacé. Qui était cette femme pour perturber son moment? Et pourquoi cette remarque l'atteignait-elle autant? Il tapa une réponse rapide, assurant que l'incident serait déréglé. Mais son esprit revenait sans cesse à cette silhouette dans l'embrasure de la porte, à ce regard qui refusait de plier. Pendant ce temps, dans un bureau adjacent, Camille Dubois, la directrice de la communication, observait la scène depuis un écran de contrôle interne. L'interruption d'Assa, bien que mineure, était une brèche dans l'image parfaite qu'elle avait construite pour la tour. Camille, toujours vêtue d'une élégance calculée, voyait en cette femme de ménage une menace imprévue. Une employée subalterne ne devrait pas attirer l'attention, encore moins celle d'Adrien. Elle envoya un message à un superviseur ordonnant de vérifier l'horaire d'Assa. Ce n'était pas un accident, songea-t-elle. Quelqu'un avait mal communiqué l'horaire et elle comptait s'assurer que cela se reproduise, mais cette fois, de manière stratégique. Assa, de son côté, retourna à son chariot, ses mains serrant le manche du balai un peu plus fort qu'à l'ordinaire. Elle ne connaissait pas le nom de l'homme qui l'avait humiliée, mais son visage, ses mots, étaient gravés dans sa mémoire. Elle avait appris, au fil des années, à encaisser les regards dédaigneux, les remarques acerbes. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle refusait de se taire complètement. Elle n'allait pas crier, pas se rebeller. Pas encore. Elle allait faire son travail, comme toujours, avec une précision irréprochable. Mais dans son esprit, une résolution prenait forme. Si cet homme croisait à nouveau son chemin, il ne verrait pas seulement une femme de ménage, il verrait une femme. Dans le couloir menant au local de ménage, elle croisa un collègue, un gardien de sécurité qui lui adressa un sourire compatissant. « Ils sont durs, là, aux dames, hein ?» murmura-t-il. Assa hocha la tête, mais ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de pitié. Ce qu'elle voulait, c'était du respect, et elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas quelque chose qu'on lui donnerait facilement. Elle devrait l'exiger d'une manière ou d'une autre. Alors qu'elle rangeait ses outils, son téléphone vibra. Un message de la pharmacie. Le prochain paiement pour les médicaments de sa mère était dû. Assa ferma les yeux un instant, respirant profondément. Elle n'avait pas le choix. Elle continuerait, quoi qu'il arrive. Dans son bureau, Adrien ferma son ordinateur portable, l'email de M. Tanaka toujours à l'écran. Il se leva, jetant un regard par la fenêtre. La ville s'étendait sous ses pieds, mais pour la première fois, il se sentait étrangement petit. Quelque chose dans cette journée, dans ce regard qu'il avait croisé, avait ébranlé son assurance. Il ne le savait pas encore, mais une fissure venait de s'ouvrir dans le monde qu'il avait construit. Le lendemain de l'incident, l'atmosphère à la tour vibrait d'une tension sourde. Les murmures couraient dans les couloirs, portés par les regards furtifs des employés. Assa, poussant son chariot vers les ascenseurs, sentait les yeux posés sur elle, certains curieux, d'autres méprisants. Elle n'avait pas cherché cette attention, mais l'humiliation publique de la veille, infligée par Adrien de la Tour, avait fait d'elle un sujet de discussion. Elle ajusta son foulard, ignorant les chuchotements, et se concentra sur sa tâche, nettoyer les vitres du couloir exécutif avant midi. Adrien, dans son bureau, n'arrivait pas à se débarrasser de l'email de M. Tanaka, qui tournait en boucle dans son esprit. Une entreprise se juge par ses valeurs. Ces mots, anodins en apparence, le piquaient comme une aiguille. Il n'avait jamais toléré la critique, encore moins venant d'un investisseur clé. Pourtant, ce n'était pas l'email qui le troublait le plus. C'était ce regard, celui de la femme de ménage, cette lueur de défi qu'il avait cru voir avant qu'elle ne quitte la salle du conseil. Il tapa sur son clavier, essayant de se plonger dans les chiffres,
mais son attention dérivait. Dans l'ascenseur menant au dernier étage, Adrien croisa Assa par hasard. Elle se tenait près de son chariot, tête baissée, vérifiant une liste de tâches. Il s'arrêta, incapable de retenir l'agacement qui bouillonnait encore en lui. « Vous, lança-t-il, sa voix tranchante, vous pensez que vous pouvez interrompre une réunion et disparaître comme si de rien n'était? Savez-vous combien votre erreur nous a coûté en crédibilité ?» Assa releva lentement les yeux, son regard calme mais inflexible. Pendant un instant, le silence s'étira, lourd. Puis, d'une voix posée, elle répondit « Monsieur, je vous demande de me parler avec respect. » Les mots, simples mais fermes, frappèrent Adrien comme un coup. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais quelque chose le retint. Une image fugace traversa son esprit. Lui, enfant, dans un atelier poussiéreux, humilié par un contremaître pour une erreur banale. Il cligna des yeux, chassant ce souvenir, et fixa Assa. « Vous osez me donner des leçons ?» demanda-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Assa, sans ciller, répondit « Non, monsieur, je fais mon travail, et je mérite qu'on me traite comme une personne. » Avant qu'il ne puisse répondre, l'ascenseur s'ouvrit et elle sortit, son chariot roulant doucement derrière elle. Adrien resta figé, le cœur battant. Ces mots, « Parle-moi avec respect », résonnaient en lui, non pas comme une provocation, mais comme un miroir. Il retourna à son bureau, troublé, et, presque sans s'en rendre compte, ouvrit le flux de la caméra de sécurité. Sur l'écran, Assa nettoyait les vitres avec une précision méthodique, ignorant les regards des employés. Elle ne fléchissait pas, ne ralentissait pas. Cette résilience, cette dignité silencieuse, le fascinait autant qu'elle l'irritait. Pendant ce temps, Camille Dubois orchestrait une offensive discrète. L'incident de la salle du conseil, amplifié par les murmures, menaçait l'image impeccable qu'elle avait façonnée pour la tour. Elle ne pouvait tolérer qu'une employée subalterne, une femme de ménage, devienne le centre de l'attention. Lors d'une pause café, elle glissa à un groupe de cadres juniors que l'interruption d'Assa était peut-être intentionnelle, une tentative de se faire remarquer. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour sortir de l'ombre, dit-elle avec un sourire calculateur. Bientôt, la rumeur se répandit. Assa cherchait à attirer l'attention d'Adrien. Quelques collègues, influencés, commencèrent à l'éviter, leurs salutations devenant plus froides. Camille ne s'arrêta pas là. Elle envoya un message à un superviseur exigeant qu'Assa soit assignée à des tâches plus exigeantes. Nettoyer les toilettes des étages inférieurs à répétition, ranger des archives poussiéreuses dans un sous-sol mal éclairé. « Voyons combien de temps elle tiendra », murmura-t-elle en refermant son ordinateur. Mais Assa, loin de plier, exécutait chaque tâche avec une rigueur implacable. Elle notait chaque anomalie dans son carnet, remarquant que l'horaire modifié semblait conçu pour la faire échouer. Soupçonnant une manipulation, elle rédigea un email au service des ressources humaines, polie mais incisive, demandant des explications sur les erreurs répétées dans son planning. Cet email atterrit sur le bureau de Thomas Moreau, le directeur des ressources humaines. En le lisant, il fronça les sourcils. Les mots d'Assa étaient démesurés, mais leur clarté trahissait une intelligence affûtée. Il connaissait les tensions qui régnaient dans l'entreprise, la culture toxique qu'Adrien avait laissé prospérer. Mais cet email, cette voix inattendue d'une femme de ménage, semblait porter quelque chose de plus grand. Thomas rangea le message dans un dossier, décidé à enquêter. Il ne le savait pas encore, mais ce simple geste marquerait le début d'un changement. Assa, de son côté, continuait son travail, ignorant les regards méfiants des collègues. Les rumeurs glissaient sur elle comme de l'eau sur du verre. Elle n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Chaque heure passée à nettoyer, chaque euro gagné, était un pas vers la prochaine ordonnance pour sa mère. Mais au fond d'elle, une étincelle s'était allumée.
Elle ne cherchait pas la guerre, mais elle ne se laisserait plus marcher dessus. Si Adrien ou quiconque croisait à nouveau son chemin, ils entendraient mander sa voix, calme mais inébranlable. Dans son bureau, Adrien ferma l'écran de la caméra, agacé par sa propre fascination. Il se leva, jetant un coup d'œil à l'email de M. Tanaka toujours ouvert. Il devait reprendre le contrôle, de lui-même, de l'entreprise. Mais une partie de lui, qu'il refusait d'admettre, savait que quelque chose avait changé. Cette femme, cette phrase, l'avait ébranlé, et il n'était pas prêt à l'oublier. Les mots d'Assa, « Parle-moi avec respect », tournaient encore dans l'esprit d'Adrien de la Tour lorsqu'il quitta son bureau ce soir-là. Il n'avait pas prévu de s'attarder sur une phrase prononcée par une femme de ménage, mais elle s'était incrustée en lui, comme une écharde. Lors d'une réunion matinale, Thomas Moreau, le directeur des ressources humaines, avait glissé une remarque anodine sur les conditions de travail du personnel subalterne, mentionnant une employée dévouée malgré les défis personnels. Adrien, intrigué, avait compris qu'il parlait d'elle. Sans savoir pourquoi, il demanda à son chauffeur de modifier l'itinéraire habituel, passant par les rues pays plus populaires de la ville, là où il supposait qu'Assa vivait. Dans une ruelle animée, loin des tours de verre de la tour, Adrien aperçut Assa devant une petite pharmacie. Elle discutait avec un employé, tenant un sac de médicaments. Lorsqu'on lui proposa un pourboire pour avoir aidé à porter une caisse, elle refusa d'un geste ferme. « Je ne prends pas ce que je n'ai pas gagné », dit-elle, sa voix claire et résolue. Adrien, immobile sur le trottoir, sentit une étrange chaleur monter en lui. Ce n'était pas seulement son refus, c'était la manière dont elle le faisait, sans arrogance, mais avec une dignité qui semblait défier le monde. Il la regarda guider sa mère, une silhouette frêle, vers un banc à l'ombre d'un lampadaire vacillant. Pour la première fois, il ne voyait pas une employée, mais une femme, une fille, une vie entière au-delà de l'uniforme. Le lendemain matin, Adrien attendit Assa près du local de ménage, un endroit où il n'avait jamais mis les pieds. Lorsqu'elle apparut, poussant son chariot, il s'avança, mal à l'aise. « Je dois vous parler », dit-il, sa voix moins assurée qu'à l'ordinaire. Assa s'arrêta, son regard prudent mais direct. À propos d'hier, dans l'ascenseur, et avant, dans la salle du conseil. J'ai été injuste, je m'excuse. Les mots semblaient pas lourds, comme s'ils lui coûtaient un effort inhabituel. Assa l'observa, immobile, son balai toujours en main. Puis, d'une voix calme, elle demanda « Le respect, monsieur, est-ce quelque chose que vous offrez ou quelque chose que je dois exiger ?» Adrien cligna des yeux, déstabilisé. Il s'attendait à une acceptation rapide, peut-être à de la gratitude, mais cette question, tranchante dans sa simplicité, le força à se confronter à lui-même. « Je ne sais pas », admit-il, presque à contre-cœur. Assa hocha la tête, comme si elle n'attendait rien de plus. « Merci pour vos excuses, » dit-elle, avant de reprendre son travail, le bruit du balai contre le sol ponctuant le silence. Adrien resta là, figé, incapable de répondre. Pour la première fois, il se sentait vulnérable, comme si cette femme, avec son regard posé et sa question, avait percé une armure qu'il croyait impénétrable. Pendant ce temps, Thomas Moreau, dans son bureau encombré de dossiers, relisait l'email d'Assa. C'étaient les mots, précis et mesurés, décrivés dans les anomalies dans son planning, suggérant une erreur intentionnelle. Thomas, habitué à lire entre les lignes, soupçonna une manipulation. Il ouvrit le système interne et vérifia les ordres envoyés au superviseur d'Assa. Une piste menait à Camille Dubois, dont l'influence sur les plannings du personnel subalterne était inhabituelle. Thomas referma son écran, songeur. Il ne confronta pas Camille immédiatement, préférant observer. Assa, sans le savoir, venait de planter une graine dans l'esprit de quelqu'un qui voyait en elle plus qu'une employée. Assa, de son côté, continuait son travail, ignorant les murmures qui persistaient dans les couloirs.
Les rumeurs lancées par Camille, qu'elle cherchait à se faire remarquer, avaient Jondib créé une distance avec certains collègues, mais elle n'y prêtait pas attention. Chaque tâche, même les plus ingrates, était exécutée avec une précision qui semblait défier ceux qui voulaient la voir plier. Elle nettoyait les toilettes, rangeait les archives, transportait des caisses, sans jamais ralentir. Mais dans son carnet, elle notait tout, les heures supplémentaires non déclarées, les instructions contradictoires. Elle n'était pas naïve, quelqu'un jouait contre elle, et elle comptait comprendre qui. Dans un rare moment de pause, Assa s'assit dans le local de ménage, buvant une gorgée d'eau. Elle repensait à Adrien, à ses excuses maladroites, à sa question qui l'avait laissée sans voix. Elle n'avait pas voulu le défier, mais elle ne pouvait pas non plus se taire. Le respect n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Et si un homme comme Adrien de la Tour, au sommet de son empire, pouvait être ébranlé par une simple phrase, alors peut-être qu'elle avait plus de pouvoir qu'elle ne le pensait. Elle rangea son carnet et se leva, prête à affronter la prochaine tâche. Adrien, de retour dans son bureau, fixait un écran éteint. La question d'Assa résonnait encore. « Est-ce que je dois l'exiger ?» Il n'avait pas de réponse, et cela le terrifiait. Il ouvrit à nouveau la caméra de sécurité, observant Assa nettoyer un couloir. Ses mouvements étaient lents, fluides, presque gracieux, comme si chaque geste était une déclaration. Il referma l'écran, agacé par sa propre obsession. Il devait se concentrer. Une réunion avec le conseil d'administration approchait, et il savait que l'email de M. Tanaka n'était que le début des pressions. Mais une partie de lui, enfouie sous des années d'arrogance, commençait à se fissurer. Thomas, quant à lui, rédigea une note interne, demandant un rapport détaillé sur les plannings du personnel. Il ne mentionna pas Assa, mais son intuition lui disait qu'elle était au centre de quelque chose de plus grand. Il referma son carnet, un léger sourire aux lèvres. Cette femme, avec sa force silencieuse, pourrait bien changer les règles du jeu. La question d'Assa, le respect, est-ce que je dois l'exiger, résonnait encore dans l'esprit d'Adrien lorsqu'il regagna son bureau après leur rencontre. Il avait voulu clore l'incident avec ses excuses, mais sa réponse l'avait laissé sans défense, comme si elle avait retourné contre lui une arme qu'il ne savait pas manier. Ce matin-là, Thomas Moreau, le directeur des ressources humaines, entra dans son bureau, un dossier à la main. « Nous avons une opportunité », annonça-t-il, sa voix mesurée mais ferme. « Une employée a montré des compétences inattendues. Je veux lui donner une chance comme assistante administrative. » Adrien, distrait, hocha la tête sans poser de questions. Il ne réalisa pas immédiatement que Thomas parlait d'Assa. Dans une salle de réunion exiguë, Assa reçut la nouvelle de sa promotion temporaire. Thomas, assis en face d'elle, lui tendit un badge d'accès et un ordinateur portable. « Ce n'est pas une faveur, » précisa-t-il. « Votre email sur les anomalies du planning montre que vous avez l'œil pour les détails. Nous avons besoin de ça ailleurs. » Assa acquiesça, son visage impassible mais son cœur battant. Elle n'avait jamais imaginé quitter son chariot de ménage, mais elle saisit l'opportunité sans hésiter. Elle enfila un chemisier simple, rangea son uniforme et se rendit à son nouveau bureau, un espace étroit mais lumineux au 3e étage. Sa première tâche était un rapport financier retardé, laissé en suspens par un cadre supérieur en congé. Assa plongea dans les chiffres, ses années d'études en comptabilité, interrompues mais jamais oubliées, revenant à la surface. En quelques heures, elle repéra une incohérence, une série de transactions mal enregistrées qui faussaient les projections trimestrielles. Elle rédigea une note concise, proposant une correction et une méthode pour automatiser les vérifications futures. Lorsqu'elle présenta son travail à une réunion de département, un directeur financier, M. Lemoine, haussa un sourcil, impressionné. « Vous avez vu ce que nous avons tous manqué », dit-il, notant son nom. Assa inclina la tête, modeste mais fière. Camille Dubois,
informé de la promotion d'Assa, sentit une menace grandir. Cette femme, qu'elle avait voulu écraser avec des tâches ingrates, gagnait maintenant l'attention des cadres supérieurs. Lors d'une pause dans la salle de repos, Camille croisa Assa, qui rangeait des dossiers. « Intéressant ce changement de rôle », lança-t-elle son sourire acéré. « Mais l'administration, c'est un monde différent. Il faut plus que de la bonne volonté pour y survivre. » Assa, sans se démonter, répondit « Je ne cherche pas à survivre, madame. Je fais mon travail. » Le ton poli mais ferme fit tressaillir Camille. Elle ne pouvait pas tolérer cette assurance. Camille agit rapidement. Elle convainquit un chef de projet de confier à Assa une tâche impossible, préparer un rapport stratégique sur les performances régionales en moins de 24 heures, un travail nécessitant des semaines de données. « Elle essaie les nouvelles, elle doit prouver sa valeur », dit Camille avec un sourire innocent. Assa, avertie par un collègue compatissant, comprit le piège. Elle passa la nuit à trier des tableaux, à croiser des informations, ses yeux brûlant sous la lumière de l'écran. Elle ne se plaignit pas, mais nota dans son carnet chaque détail de cette demande irréaliste, sentant une main invisible derrière tout cela. Adrien, de son côté, luttait contre une agitation croissante. Il avait appris la promotion d'Assa par un mémo interne et, sans l'admettre, il était curieux. Lors d'une réunion impromptue dans la salle de conférence, il aperçut Assa, à travers la vitre, penchée sur son ordinateur, des piles de documents autour d'elle. Quelque chose dans sa concentration, dans sa détermination, le troubla. Lorsque Camille entra, proposant de discuter des préparatifs pour le gala de charité à venir, Adrien l'interrompit. « Pourquoi cette nouvelle assistante travaille-t-elle si tard ?» demanda-t-il, son ton plus sec qu'il ne l'avait prévu. Camille, prise au dépourvu, balbutia « Elle doit juste rattraper le retard. » Adrien fronça les sourcils. « Assurez-vous qu'elle ait ce dont elle a besoin, pas de jeux inutiles. » Cette remarque, inattendue, fit vaciller Camille. Elle hocha la tête, mais son regard se durcit. Adrien n'avait jamais remis en question ses décisions auparavant. Était-ce à cause de cette femme? Elle quitta la pièce, déterminée à reprendre le contrôle. Assa, ignorant l'échange, continuait son travail, ses doigts de courant sur le clavier. Elle ne termina pas le rapport à temps. C'était impossible, mais elle envoya une version partielle, claire et structurée, qui surprit le chef de projet par sa qualité. Il murmura à un collègue « Cette femme est une perle ». Thomas, observant tout cela depuis son bureau, reçut une alerte sur l'enquête qu'il avait lancée. Les anomalies dans le planning d'Assa pointaient donc directement vers une intervention de Camille. Il ajouta une note à son dossier, décidé à agir au bon moment. Pour l'instant, il admirait la manière dont Assa transformait chaque obstacle en opportunité. Elle n'était pas seulement une employée, elle était une force. Assa, épuisée mais résolue, ferma son ordinateur à l'aube. Elle savait que le rapport inachevé serait utilisé contre elle, mais elle avait déjà prévu une réponse. Dans son carnet, elle écrivit « Ils veulent me voir tomber. Ils verront que je me relève. » Elle quitta le bureau, ignorant les regards curieux des collègues de matinaux. Le gala de charité approchait, et avec lui, une nouvelle épreuve. Mais Assa était prête. Elle n'avait jamais cherché à briller, mais elle ne se cacherait plus. Adrien, seul dans son bureau, repensait à sa remarque à Camille. Pourquoi avait-il pris la défense d'Assa? Il n'avait pas de réponse claire, mais une chose était sûre. Cette femme, avec sa force tranquille, bouleversait l'ordre qu'il avait toujours imposé. Et pour la première fois, il se demandait s'il était vraiment celui qui contrôlait le jeu. Le gala de charité annuel de la Tour, organisé dans un hôtel prestigieux, était l'événement où l'élite parisienne se rassemblait pour célébrer la grandeur de l'entreprise. Assa Samaké, encore marqué par l'épuisement de sa nuit blanche sur le rapport inachevé, se tenait en retrait, vêtue d'une robe simple mais soignée,
prêté par une collègue compatissante. Elle n'avait pas prévu de prendre la parole, mais Thomas Moreau, avec un sourire encourageant, l'avait convaincu de présenter brièvement une initiative caritative soutenue par l'entreprise, un programme d'éducation numérique pour les jeunes défavorisés. « Vous avez une voix, à ça », lui avait-il dit. « Utilisez-la. » Sur la son-scène, sous les lustres scintillants, Assa s'avança, un projecteur braqué sur elle. Les regards des invités, investisseurs, cadres, journalistes, pesaient l'aimer lourd, mais elle parla avec une clarté naturelle. Elle décrivit le programme, ses objectifs et l'impact potentiel sur des vies souvent ignorées. « L'éducation n'est pas un luxe, c'est un droit », conclut-elle, sa voix ferme mais empreinte de chaleur. La salle, d'abord silencieuse, éclata en applaudissements. Monsieur Lemoine, le directeur financier, hocha la tête impressionné. Même Adrien, assis au premier rang, ne put s'empêcher de noter la présence qu'elle dégageait, une autorité qu'aucun titre ne pouvait conférer. Camille Dubois, observant depuis une table d'angle, sentit une colère froide monter en elle. Cette femme, qu'elle avait voulu briser avec des tâches impossibles, captivait maintenant l'attention qu'elle considérait comme son domaine. Assa, avec sa robe modeste et ses mots sincères, éclipsait l'image soigneusement orchestrée de la tour. Camille échangea un regard avec un assistant, puis monta sur scène pour son propre discours. Elle parla de l'engagement de l'entreprise, de sa vision, mais ses mots semblaient qu'on se creux après ceux d'Assa. Puis, dans un élan calculé, elle s'arrêta, un sourire éclatant aux lèvres. « Et pour sceller cette soirée mémorable, j'ai une annonce personnelle. Adrien et moi sommes fiancés. » Un murmure parcourut la salle. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Camille, radieuse, chercha le regard d'Adrien, certaine de son triomphe. Elle voulait non seulement éclipser Assa, mais aussi lier Adrien à elle, consolidant son emprise. Mais Adrien, pris au dépourvu, se leva lentement. Son visage, habituellement impassible, trahissait une lutte intérieure. « Camille, » dit-il, sa voix résonnant dans le micro qu'un assistant lui tendit. « Il n'y a pas de fiançailles. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille blêmit, son sourire figé. « Ce n'est pas ce que nous avions prévu, » balbutia-t-elle, mais Adrien l'interrompit. « Il n'y a jamais eu de « nous » dans ce sens. » La salle explosa en chuchotements. Les invités échangeaient des regards, les journalistes notaient frénétiquement. Assa, debout près de la sortie, observa la sombre scène sans un mot. Elle n'avait pas besoin de rester. Ce n'était pas son combat, et elle refusait de se laisser entraîner dans ce drame. Elle tourna les talons et quitta le gala, sa démarche calme mais résolue. Elle ne partait pas par honte ou par douleur, mais parce qu'elle n'avait rien à prouver dans cette arène de pouvoir et d'ego. Dehors, l'air frais de la nuit lui rappela son propre monde, celui où chaque pas comptait pour ceux qu'elle aimait Wassiyaltokesali. Adrien, encore sur scène, sentit le poids des regards. Sa déclaration, impulsive mais honnête, venait de briser une façade qu'il n'avait jamais voulu maintenir. Il chercha Assa dans la foule, mais elle était partie. Camille, humiliée, quitta la Seaside en hâte, son plan réduit en cendres. Dans les coulisses, elle tenta de se reprendre, mais un investisseur clé, M. Tanaka, s'approcha. « Votre entreprise semble instable, » dit-il froidement. « Je vais reconsidérer notre partenariat. » Il tourna les talons, laissant Camille face à l'ampleur de son erreur. Dans son bureau, Thomas Moreau, qui avait assisté à la succène depuis le fond de la salle, prit des notes mentales. L'intervention d'Assa avait renforcé sa conviction. Elle était plus qu'une employée. Elle était une force capable de changer la culture de l'entreprise. Mais la débâcle de Camille et Adrien révélait une fragilité plus profonde. Il envoya un message à un membre du conseil d'administration, suggérant une réunion urgente.
La tour, il le savait, était à un tournant. Assa, rentrée chez elle, s'assit un moment dans le silence. Elle repensait à son discours, aux applaudissements, mais aussi à la mascarade de Camille. Elle n'avait aucun intérêt pour les jeux de pouvoir, mais elle comprenait maintenant que sa voix, même involontairement, avait du poids. Elle ouvrit son carnet, ajoutant une ligne. « Ils veulent me voir comme une pièce sur leur échiquier, mais je choisis mes propres coups. » Elle referma le carnet, prête à affronter ce qui viendrait. Adrien, seul dans sa voiture, fixait la ville à travers la vitre. Sa décision de contredire Camille n'était pas seulement un rejet de son mensonge, mais un pas vers quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il repensait à Assa, à ses mots sur scène, à sa dignité face à tout. Pour la première fois, il se demanda s'il était vraiment à la hauteur de l'empire qu'il avait bâti. La fissure qu'elle avait ouverte en lui s'élargissait, et il n'était pas sûr de pouvoir la refermer. Le chaos du gala de charité résonnait encore dans les couloirs de la tour lorsque le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. L'annonce de fiançailles de Camille, suivie de la dénégation publique d'Adrien, avait transformé une soirée de prestige en un scandale médiatique. Les gros titres des journaux économiques spéculaient déjà sur l'instabilité de l'entreprise, et l'email de M. Tanaka, confirmant le retrait de son investissement, avait scellé une tempête imminente. Adrien de la Tour, convoqué devant le conseil, entra dans la salle avec une assurance qu'il peinait à maintenir. Madame Lefebvre, une membre influente du conseil, prit la parole en premier. « Votre comportement au gala, Adrien, a mis en péril notre crédibilité, » dit-elle son ton glacial. « Et cette histoire de fiançailles, c'est inacceptable. » Camille, présente en tant que directrice de la communication, tenta de se défendre. « C'était une erreur de communication, rien de plus, » plaida-t-elle, mais ses mots sonnaient creux. Adrien, les mâchoires serrées, sentit ses anciens alliés se détourner. Il tenta de plaider sa cause, évoquant les succès financiers de l'entreprise, mais Madame Lefebvre l'interrompit. Les chiffres ne suffisent pas quand la confiance est brisée. Une motion de censure fut proposée, et en moins d'une heure, Adrien fut suspendu de ses fonctions de PDG. La décision, brutale, le laissa sans voix. Pendant ce temps, Thomas Moreau, averti de la crise, fit appel à Assa Samake pour une tâche urgente. « Nous devons convaincre M. Tanaka de revenir », expliqua-t-il dans son bureau, les traits tirés. « Votre rapport partiel du gala, il a du potentiel. Pouvez-vous le finaliser d'ici demain matin ?» Assa, encore marquée par les événements de la soirée précédente, acquiesça. Elle n'avait pas oublié l'humiliation orchestrée par Camille, ni les regards curieux qui l'avaient suivi en quittant le gala, mais elle mit ses pensées de côté et se plongea dans le travail. Assise dans son bureau exigu, elle passa la nuit à analyser des données, rédigeant un rapport qui mettait en avant les forces de la tour, tout en proposant une vision de transparence et d'équité. Ses doigts tremblaient de fatigue, mais elle ne s'arrêta pas. Chaque mot était une réponse à ceux qui la voyaient comme une simple pièce sur un échiquier. Le lendemain, alors que le conseil se réunissait à nouveau, Assa envoya son rapport à Thomas. Il était incomplet, le délai étant trop court, mais sa clarté et sa rigueur impressionnèrent le directeur financier, M. Lemoine, qui le lut en diagonale. « C'est du bon travail, » murmura-t-il à Thomas. Mais le rapport arriva trop tard pour influencer la décision du conseil. La suspension d'Adrien était déjà actée et M. Tanaka restait inflexible. Thomas, cependant, garda le document sous le coude, convaincu qu'il pourrait servir plus tard. Camille, de son côté, tenta de limiter les dégâts. Dans un bureau voisin, elle rencontra un cadre supérieur, M. Fournier, espérant rallier son soutien pour maintenir son influence. « Nous pouvons redresser l'image de l'entreprise », insista-t-elle, sa voix teintée d'urgence. Mais Fournier,
Lassé de ses manipulations, la coupa net. « Vous avez causé ce désastre, Camille. Assumez-en les conséquences. » Rejetée, elle quitta la pièce, son assurance ébranlée. Son plan, conçu pour écraser Assa et lier Adrien à elle, s'était retourné contre elle, la laissant isolée. Adrien, désormais déchu, quitta le siège de la tour dans un silence pesant. Il n'avait pas adressé un mot à Camille, dont le regard fuyant trahissait la culpabilité. Dans sa voiture, il repensa à Assa, à son discours au gala, à sa capacité à captiver une salle entière sans chercher à briller. Il avait construit un empire sur la force et la domination, mais face à cette femme, il se sentait étrangement diminué. Il serra les poings, déterminé à comprendre pourquoi elle, plus que quiconque, avait ébranlé ses certitudes. Assa, ignorant l'ampleur du chaos au sommet, rangea son bureau après avoir envoyé le rapport. Elle ouvrit son carnet, y ajoutant une note. « Ils pensent que je ne vois pas leur jeu. Mais je vois tout. » Elle n'avait pas cherché à provoquer la chute d'Adrien ou l'échec de Camille, mais elle savait que sa présence, sa voix, avait déclenché quelque chose d'incontrôlable. Un collègue, passant devant son bureau, lui adressa un sourire timide. « Vous avez secoué les choses là-haut, hein ?» dit-il. Assa haussa les épaules, répondant simplement « Je fais mon travail ». Thomas, dans son bureau, reçut un appel de Madame Lefebvre. Le conseil, impressionné par sa stabilité face à la crise, envisageait de le nommer PDG par intérim. Il accepta, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à Assa, à son rapport, à son email initial sur les anomalies du planning. Elle n'était pas seulement une employée compétente, elle était un catalyseur. Il rédigea une note pour le conseil, suggérant une révision des politiques internes, avec Assa en tête de ses priorités. Camille, seule dans son bureau, fixait un écran noir. Son plan, si parfait en théorie, s'était effondré, emportant avec lui son influence. Elle savait que Thomas enquêtait sur les anomalies du planning et la peur d'être exposée grandissait. Elle envoya un dernier message à un superviseur tentant de couvrir ses traces, mais au fond, elle sentait que le vent tournait. Assa, en quittant le bureau, sentit une étrange légèreté. Elle n'avait pas gagné de bataille, pas encore, mais elle avait tenu bon. Le rapport, même inachevé, était une preuve de sa valeur, et si le monde de la tour s'effondrait, elle savait qu'elle ne tomberait pas avec lui. Elle referma son carnet et se prépara pour la journée suivante, prête à affronter ce qui viendrait. La suspension d'Adrien de la Tour laissa un vide palpable à la Tour, mais Thomas Moreau, nommé PDG par intérim, saisit cette crise comme une opportunité. Dans son bureau, il relut le rapport inachevé qu'Assa Samake avait envoyé avant la débâcle du Conseil. Malgré le délai impossible, le document respirait une clarté et une vision qui manquaient à l'entreprise depuis trop longtemps. Thomas convoqua Assa et lui annonça une décision audacieuse. « Je veux que vous preniez la tête du département de coordination des opérations internes. Ce n'est pas une promotion temporaire, vous l'avez mérité. » Assa, surprise mais résolue, accepta, consciente que ce rôle signifiait plus qu'un titre. C'était une chance de changer les règles. Le lendemain, Assa présenta son rapport au conseil d'administration, transformé en une proposition complète pour regagner la confiance de M. Tanaka et d'autres investisseurs. Elle parla avec assurance, détaillant non seulement les chiffres, mais aussi une vision où la tour valoriserait chaque employé, du sommet à la base. Une entreprise n'est forte que si tous ses membres sont respectés, déclara-t-elle, ces mots résonnant dans la salle. Monsieur Lemoine, le directeur financier, hocha la tête, et même Madame Lefebvre, habituellement sévère, nota quelque chose dans son carnet. Quelques heures plus tard, un email de M. Tanaka arriva. Il acceptait de reprendre les discussions, impressionné par la nouvelle direction. Assa, en quittant la salle,
sentit une chaleur discrète dans sa poitrine. Elle n'avait pas cherché cette victoire, mais elle l'avait obtenue. Cependant, le changement ne fut pas accueilli sans résistance. Un groupe de cadres intermédiaires, fidèles à l'ancien style d'Adrien, s'opposa à une initiative qu'Assa avait proposée. Un code de dignité, une charte visant à instaurer le respect et l'équité dans les pratiques internes. Lors d'une réunion ouverte, un manager, M. Dubois, lança avec dédain « Ces règles vont ralentir notre d'efficacité. On ne dirige pas une entreprise en dorlotant tout le monde. » Assa, debout face à la salle, écouta chaque objection avec patience. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle répondit « L'efficacité sans respect crée des fissures. Nous l'avons vu récemment. Voulez-vous reconstruire ou continuer à détruire ?» La salle se tut. Un à un, les opposants acquiescèrent, convaincus non par la force, mais par la logique et la sincérité d'Assa. Thomas, observant depuis le fond, comprit que son instinct ne l'avait pas trompé. Assa n'était pas seulement compétente, elle incarnait une force morale dont la tour avait désespérément besoin. Il profita de la réunion pour annoncer une mesure symbolique, le licenciement d'un superviseur impliqué dans les anomalies du planning qui avait ciblé Assa dès le départ. Sans nommer Camille, il laissa entendre que d'autres de responsabilité seraient bientôt établis. Les employés échangèrent donc des regards, comprenant que l'ancienne culture toxique était en train de s'effriter. Camille Dubois, reléguée à un rôle de façade après le gala, sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'enquête de Thomas, qu'elle avait sous-estimée, avait révélé ses instructions au superviseur pour manipuler le planning d'Assa. Lors d'une confrontation privée, Thomas lui tendit un dossier accablant. « Vous avez 1 semaine pour organiser votre départ, » dit-il, son ton sans appel. Camille tenta de protester, évoquant ses années de loyauté, mais Thomas l'interrompit. La loyauté ne justifie pas la manipulation. Seule dans son bureau, Camille fixa les documents, son empire d'influence réduit à néant. Elle avait voulu briser Assa, mais c'était elle qui s'était effondrée. Assa, désormais installée dans un bureau plus spacieux, rédigea la version finale du code de dignité. Chaque article, transparence dans les promotions, respect des horaires, écoute des employés, était un reflet de son propre parcours. Elle ne voyait pas cela comme une revanche, mais comme une nécessité. Les collègues, autrefois distants, commencèrent à lui adresser des saluts respectueux. Une assistante, Claire, glissa un mot sur son bureau. « Merci de montrer qu'on peut changer les choses. » Assa lut le message, un sourire discret aux lèvres, et le rangea dans son carnet, où elle écrivit « Ce n'est pas une victoire, c'est un début. » Thomas, dans une réunion avec le conseil, défendit la nomination d'Assa, arguant qu'elle incarnait les valeurs que la tour devait désormais adopter. Le conseil, encore secoué par la crise, approuva, voyant en elle une figure capable de restaurer la confiance. M. Tanaka, lors d'une vidéoconférence, demanda à rencontrer la femme derrière ce rapport. Thomas sourit, sachant qu'Assa, sans le vouloir, devenait une figure centrale. Assa, en quittant le bureau ce soir-là, sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Elle n'avait pas cherché à être un symbole, mais elle acceptait ce rôle, non pour elle, mais pour ceux qui, comme elle, avaient été invisibles trop longtemps. Elle ouvrit son carnet une dernière fois, ajoutant « Ils verront ce que nous pouvons faire quand on nous donne une voix. » La tour, sous son influence, commençait à se transformer, mais elle savait que le chemin serait long. Dans l'ombre, Camille prépara son départ, amère mais résignée. Elle avait sous-estimé Assa, et cette erreur lui avait coûté tout ce qu'elle avait construit. Thomas, quant à lui, rédigea une note pour une réunion future, où il proposerait d'officialiser le code de dignité. Il savait qu'Assa, avec sa force tranquille, serait au cœur de cette renaissance.
Quelques mois après la tempête qui avait ébranlé la tour, l'entreprise retrouvait un souffle nouveau. Le code de dignité, porté par Assa Samake, était devenu une pierre angulaire de la culture interne, transformant les couloirs, autrefois froids, en un lieu où les employés osaient parler, proposer, exister. Assa, désormais à la tête du département de coordination des opérations internes, travaillait sans relâche, non pour se prouver, mais pour construire un avenir où personne ne serait invisible. Ce matin-là, elle finalisait une proposition pour étendre le programme d'éducation numérique à d'autres villes, lorsque son assistante, Claire, frappa à la porte. « Quelqu'un demande à vous voir, » dit-elle, un sourire intrigué aux lèvres. Il insiste pour que ce soit bref. Dans son bureau, Assa trouva Adrien de la Tour, méconnaissable. L'homme qui avait autrefois dominé chaque pièce par son arrogance se tenait là, vêtu simplement, les tresses marquées par une fatigue paisible. « Merci de me recevoir », commença-t-il, sa voix dénuée de l'autorité d'antan. Il expliqua qu'il avait quitté la tour après sa suspension, choisissant de s'investir dans une organisation soutenant les travailleurs migrants. « J'ai vu ce que l'exclusion fait aux gens, » dit-il, ses yeux cherchant ceux d'Assa. « Votre force, votre façon de tenir tête, ça m'a changé. Je voulais vous le dire. » Assa l'écouta, impassible, son stylo posé sur son bureau. Elle n'avait pas oublié l'humiliation dans la salle du conseil, ni les excuses maladroites qui avaient suivi. Mais elle ne ressentait ni colère ni triomphe. « Je n'ai pas fait ça pour vous, monsieur, » répondit-elle, sa voix claire et mesurée. « J'ai parlé pour moi, pour ceux qui n'ont pas de voix. Si cela vous a changé, tant mieux. Mais ce n'était pas mon but. » Adrien hocha la tête, un sourire fugace traversant son visage. « Je comprends, et je respecte ça. » Il lui tendit une carte, une invitation à collaborer avec son organisation. « Vous pourriez faire une différence là-dehors, » dit-il. Assa prit la carte, la posa sur son bureau sans la regarder. « Ma place est ici, » répondit-elle. « Il y a encore beaucoup à construire. » Adrien n'insista pas. Il y avait dans son regard une reconnaissance nouvelle, non pas celle d'un supérieur ou d'un rival, mais d'un égal. « Vous avez raison, » murmura-t-il. « Continuez. » Leur conversation, brève mais chargée, se termina sans promesse ni réconciliation théâtrale. Assa ne lui offrit pas de pardon, et il n'en demanda pas. Ils se levèrent ensemble, quittant le bureau pour descendre dans le hall de l'entreprise. Les employés, passant à côté, saluèrent Assa avec un respect naturel, un contraste frappant avec les murmures d'autrefois. Adrien observa cela, un mélange de regret et d'admiration dans les yeux. « Vous avez changé cet endroit, » dit-il, presque à lui-même. Assa ne répondit pas, mais un léger sourire effleura ses lèvres. Dehors, l'air frais de la ville les enveloppa. Ils marchèrent côte à côte un instant, deux silhouettes parmi la foule. Puis, le téléphone d'Assa vibra. C'était Thomas Moreau, l'appelant pour discuter d'un nouveau projet lié au code de dignité. « Je dois répondre, » dit-elle s'arrêtant. Adrien hocha la tête, levant une main en un geste d'au revoir. « Prenez soin de vous, » murmura-t-il, avant de s'éloigner, se fondant dans le flot des passants. Assa répondit à l'appel, sa voix ferme et assurée, déjà tournée vers l'avenir. Dans son bureau, Thomas raccrocha, satisfait. Le conseil avait approuvé l'expansion du programme d'Assa et M. Tanaka, désormais un partenaire fidèle, avait proposé de financer une initiative similaire au Japon. La tour, sous la direction de Thomas et l'influence d'Assa, n'était plus l'empire froid d'Adrien. C'était un lieu où les voix, même les plus discrètes, trouvaient un écho. Thomas rangea ses notes, pensant à la femme qui avait tout déclenché sans jamais chercher la gloire. Assa, après l'appel, ouvrit son carnet, y ajoutant une dernière ligne. « Le respect n'est pas un cadeau, c'est une conquête. » Elle referma le carnet, le glissant dans son sac.
Elle n'avait pas besoin de le relire pour savoir ce qu'elle avait accompli. Chaque pas, chaque mot, avait été une affirmation de sa valeur, non pour prouver quelque chose aux autres, mais pour elle-même. Elle quitta l'entreprise, prête pour le prochain défi, sa démarche assurée, son regard droit. Adrien, marchant seul dans la ville, sentit une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il avait perdu un empire, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, une vérité sur lui-même. Assa, avec sa force tranquille, lui avait montré ce que signifiait être humain. Il continua son chemin, déterminé à construire quelque chose de nouveau, non pas pour dominer, mais pour réparer. La tour, derrière eux, brillait sous le soleil, un symbole d'un monde en mutation. Assa et Adrien, chacun sur leur chemin, n'étaient plus des adversaires, mais des égaux, façonnés par une rencontre qui avait redéfini leur vie. L'histoire d'Assa et d'Adrien, de la tour transformée, n'est pas seulement celle d'une lutte pour le respect, mais aussi un rappel que chaque voix compte, chaque pas peut changer un monde. Qu'avez-vous ressenti en suivant leur parcours? Quelles leçons tirez-vous de cette quête de dignité? Partagez vos pensées, vos réflexions. Elles sont précieuses. Merci d'avoir accompagné Assa, Adrien et tous ceux qui ont osé redéfinir les règles. À bientôt pour d'autres histoires où le courage et l'humanité triomphent. Tamii.